Verrouillez votre porte, éteignez les lumières, allumez une bougie, sortez votre plaid et installez-vous confortablement. Bienvenue dans Un autre regard, l'émission de Radio G qui vous plonge au cœur du paranormal et de l'ésotérisme. Bref, tout ce qui se trouve entre l'un peu insolite, le franchement étrange et le vraiment bizarre. Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans Un autre regard, votre émission dédiée aux mystères, aux phénomènes inexpliqués et aux curiosités du monde qui nous entoure. Ce soir, préparez-vous à voyager avec moi dans une émission où la frontière entre le réel et l'étrange semble s'effacer. Une émission où l'invisible prend forme et où l'histoire elle-même semble jouer avec des coïncidences. Avez-vous déjà entendu parler de ces enfants qui discutent avec des amis imaginaires que personne d'autre ne peut voir? Est-ce le fruit de leur imagination débordante ou y a-t-il quelque chose de plus profond derrière ces présences invisibles? Certains témoignages sont troublants et nous pousseront à nous interroger sur la nature de ces compagnons invisibles. Mais ce n'est pas tout. Parfois, l'univers aussi nous joue des tours, tissant des liens étranges entre des événements qui semblent pourtant sans rapport. Connaissez-vous les similitudes frappantes entre Abraham Lincoln et John Fitzgerald Kennedy? Ou ces prémonitions glaçantes liées au Titanic? Ces alignements et coïncidences défient la logique et laissent planer une question. Sommes-nous réellement maîtres de notre destinée? Ou y a-t-il un dessein caché qui relie les fils du temps? Et que dire du phénomène fascinant et déroutant de la bilocation? Des témoins jurent avoir vu des personnes présentes en deux endroits à la fois, défiant ainsi toute logique physique. Des figures historiques comme Padre Pio, l'institutrice Émilie Saget ou encore la mystérieuse sœur Marie de Jésus d'Agreda auraient-elles réellement maîtrisé un pouvoir que la science peine à expliquer, celui de l'ubiquité, ou bien existe-t-il une explication plus rationnelle, encore méconnue? Autant de mystères que nous allons explorer ensemble ce soir, avec toujours ce même regard curieux et analytique, en quête de réponses, ou du moins d'une meilleure compréhension de ces phénomènes. Et dans la chronique TV Coup d'œil dans le rétro, nous ferons un retour sur une série de la fameuse trilogie du samedi soir sur M6, où science et mystère se croisent lors d'enquêtes d'un anthropologue, d'une psychologue et d'une scientifique pour éclairer l'inconnu ou l'épaissir davantage. Installez-vous confortablement et ouvrez grand votre esprit. Un autre regard, c'est maintenant. Les amis imaginaires. L'enfance est une période propice à l'imagination et à la création de mondes parallèles et d'histoires fantastiques. Parmi ces manifestations du monde intérieur de l'enfant, l'ami imaginaire occupe une place singulière. Nombreux sont les parents qui ont vu leur enfant discuter, rire ou même jouer avec un interlocuteur invisible, un compagnon dont eux seuls semblent percevoir l'existence. Pour la psychologie, ces amis imaginaires ne sont que le fruit d'une imagination débordante et d'un développement cognitif tout à fait normal. Mais pour d'autres, ces compagnons de l'ombre pourraient être bien plus que de simples créations mentales. Certains témoignages troublants nous laissent entrevoir la possibilité d'un véritable contact avec des entités invisibles, fantômes, esprits protecteurs, manifestations d'un monde que les adultes ne peuvent plus voir. Dans cette exploration, nous allons analyser en profondeur ce phénomène afin de mieux répondre à cette question. Les amis imaginaires sont-ils une simple construction de l'esprit enfantin ou le reflet d'une réalité insoupçonnée? Alors les amis imaginaires, c'est loin d'être rare, et selon plusieurs études, entre 37% et 65% des enfants âgés de 3 à 7 ans déclarent avoir eu un ami imaginaire à un moment donné. Alors ce phénomène, il est observé dans toutes les cultures, quelle que soit la langue et quelles que soient les traditions familiales. Ces compagnons invisibles prennent souvent des formes variées, un humain du même âge que l'enfant ou un adulte bienveillant,
un animal par exemple, doté de paroles ou de traits de personnalité distincts, une créature fantastique, parfois inspirée d'histoires ou de films, une présence sous forme précise, perçue uniquement comme une voix ou comme une sensation. Dans la majorité des cas, ces amis imaginaires sont décrits comme des figures bienveillantes, jouant le rôle de confidents, de guides ou de complices de jeu. Cependant, certaines descriptions sortent quand même du cadre habituel et laissent entrevoir une dimension plus troublante. Les psychologues et les spécialistes du développement infantile s'accordent quand même sur le fait que les amis imaginaires remplissent plusieurs fonctions importantes. Ils facilitent l'exploration émotionnelle. L'enfant projette ses émotions et ses angoisses sur son ami imaginaire, ce qui l'aide à mieux les comprendre et à mieux les gérer. Ça lui permet également de développer la créativité. Interagir avec un personnage inventé stimule l'imagination et favorise l'expression narrative. Ça l'accompagne dans sa solitude, c'est-à-dire que les enfants qui sont uniques ou introvertis créent souvent un ami imaginaire pour combler un vide social. Ça permet également d'exprimer un genre de besoin de contrôle. Avec un ami imaginaire, l'enfant est le maître du jeu et peut établir en quelque sorte ses propres règles, ce qui lui apporte un sentiment de sécurité. Des études ont montré que les enfants ayant des amis imaginaires développent souvent une meilleure capacité d'empathie et des compétences sociales accrues. Cependant, ces explications, est-ce qu'elles suffisent à rendre compte de certains témoignages qui restent troublants? Alors, de nombreuses traditions à travers le monde attribuent aux jeunes enfants une capacité particulière à percevoir des réalités qui sont devenues invisibles aux adultes. Alors qu'il s'agisse de médiumnité spontanée, de la vision d'entités ou d'énergie subtile, les témoignages soulèvent une question troublante. Les amis imaginaires sont-ils vraiment le fruit de l'imagination ou sont-ils la preuve d'une genre de sensibilité innée au paranormal? Or, les enfants, notamment ceux de moins de 6 ans, sont souvent décrits comme plus réceptifs à des phénomènes que les adultes ne perçoivent plus. Plusieurs éléments visent effectivement à appuyer cette idée. Tout d'abord, leur cerveau est encore en plein développement. Avant l'âge de 7 ans, le cerveau de l'enfant est majoritairement en onde θ. C'est une fréquence cérébrale qui est associée à l'état de rêve, à l'intuition et aux expériences mystiques. Cette configuration neurologique pourrait les rendre du coup plus sensibles aux phénomènes paranormaux. Le deuxième point, c'est l'absence de filtre rationnel. Contrairement aux adultes qui ont appris à rationaliser leur perception du monde, les jeunes enfants n'ont pas encore intégré ces fameux mécanismes de filtrage. Ils acceptent donc plus naturellement les réalités alternatives. Il y a les souvenirs de l'autre côté. De nombreux témoignages font état d'enfants, évoquant des souvenirs de vies antérieures ou de contact avec des êtres qu'ils décrivent comme des esprits, des personnes d'avant ou des anges. De nombreux parents rapportent des expériences où leurs enfants semblaient interagir avec des présences invisibles, souvent avec des détails troublants. Donc il y a un cas d'un enfant qui parlait à son arrière-grand-mère décédée, donc on a un enfant de 3 ans, s'adressait régulièrement à une personne invisible. Un jour, il décrivit cette dame gentille aux cheveux blancs, en précisant des détails que seul un membre de la famille aurait pu connaître. Ses parents ont découvert plus tard, en fait, qu'il s'agissait de son arrière-grand-mère qui était décédée bien avant sa naissance. Alors, l'expérience d'un enfant aussi qui annonce un décès imminent, c'est des histoires qu'on peut lire, des témoignages qu'on peut lire dans des magazines ou dans des articles de presse, ou voir dans certains documentaires. Il y a des enfants qui expliquent un matin à leurs parents que papy était venu lui dire au revoir cette nuit. Et quelques heures plus tard, la famille apprend que le grand-père est décédé dans son sommeil à l'hôpital, à l'heure exacte où l'enfant disait avoir reçu sa visite. Bien sûr, certains chercheurs en parapsychologie suggèrent que les enfants sont des médiums en fait naturels, capables de capter des informations extrasensorielles avant que leur esprit ne se ferme progressivement à ces perceptions sous l'influence de l'éducation et de la culture. Donc on a de nombreux témoignages d'enfants médiums. Donc certains enfants, en grandissant, développent des dons de clairvoyance. Ils décrivent avoir toujours eu cette capacité, mais l'avoir progressivement refoulée pour s'adapter à la vision du monde des adultes. Et puis il y a plusieurs cas documentés qui montrent aussi des enfants qui peuvent percevoir des événements ou des lieux sans jamais y avoir été exposés physiquement. Alors si ces phénomènes, bien sûr, restent inexpliqués par la science conventionnelle, ils nourrissent de nombreuses interrogations. Les enfants voient-ils réellement ce dont les adultes ne peuvent plus percevoir, ou s'agit-il simplement d'une imagination déportante qui s'efface avec le temps? Alors bien sûr, la majorité des cas d'amis imaginaires chez les enfants sont considérés
comme des manifestations normales de leur imagination. Mais certains témoignages authentiques présentent des éléments troublants qui interrogent sur la nature réelle de ce compagnon invisible. Alors, on pense bien sûr aux fameuses fées de Cottingley, donc c'est une supercherie qui est devenue une vraie légende. Je vous resitue un petit peu le contexte. On est en 1917. 2 cousines anglaises, Elsie Wright et Frances Griffith, affirmèrent avoir photographié des fées dans le jardin de leur maison à Cottingley. Leurs clichés montrent effectivement des créatures ailées. Donc ces images furent largement diffusées et même soutenues par des personnalités comme Sir Arthur Conan Doyle. Alors, des années plus tard, les cousines avouèrent que les photos avaient été truquées, utilisant des genres de découpage en carton. Cependant, elles maintenirent avoir réellement aperçu des fées sans jamais réellement pouvoir les photographier. Alors vous pouvez trouver des nombreux témoignages d'amis imaginaires qui ne sont pas si imaginaires sur Internet, bien sûr. Donc, je vous ai fait un petit florilège. Alors, plusieurs récits qu'on a pu trouver sur Internet, sur des motivateurs, décrivent des apparitions qui sont quand même troublantes. Un enfant indique à son père qu'une entité est décrite comme un grand lapin, mais sans yeux ni poils, qui est accroché à son dos. Un autre enfant affirme à sa babysitter qu'une petite fille se trouve derrière elle, alors que effectivement personne n'est présent. Un enfant dessine une femme pendue au plafond et déclare que c'est derrière lui a demandé de réaliser ce dessin, ajouta qu'elle viendra bientôt voir la babysitter et lui conseillant de se cacher. Alors ces témoignages, bien que subjectifs, m'interrogent quand même sur la capacité des enfants à percevoir des phénomènes que les adultes ne peuvent expliquer, suggérant une sensibilité quand même particulière au paranormal. Et puis une autre hypothèse de ces explications, c'est pas du tout un ennemi imaginaire, mais ça peut être effectivement des entités qui cherchent à rentrer en communication avec l'enfant. Certaines cultures considèrent également que les amis imaginaires pourraient être des genres de guides spirituels ou des âmes bienveillantes de la famille, pourquoi pas, qui veillent sur l'enfant. Et puis dans le cadre des théories sur les lieux hantés, les enfants pourraient aussi capter ce qu'on appelle les échos du passé, donc sous forme de présence avec lequel ils interagissent, un peu ce qu'on appelle la mémoire des murs. Alors plusieurs explications ésotériques sont avancées pour tenter de comprendre pourquoi certains enfants les perçoivent. Certains médiums et spécialistes estiment que ces ennemis imaginaires pourraient être des esprits errants qui cherchent absolument à établir un contact avec les vivants. Les enfants qui sont réputés plus sensibles pourraient être donc des récepteurs privilégiés. En plus, ils font moins peur. Certaines traditions suggèrent également que ça pourrait être des forces négatives ou démoniaques qui pourraient tenter de manipuler les enfants en prenant l'apparence d'un ami bienveillant, avant malheureusement de révéler leur véritable nature. Certains amis imaginaires pourraient être tout simplement liés aux énergies résiduelles d'un lieu où un événement tragique se sera déroulé, une théorie qui est proche de celle des hantises. En tout cas, comment réagir face à un ami imaginaire? Donc, si votre enfant vous parle d'un ami imaginaire, voici quelques conseils que j'ai pu glaner. Déjà, l'écouter sans préjugés. Ne rejetez pas ses paroles, mais posez-lui plutôt des questions pour mieux comprendre la nature de cette présence. Observez son comportement. Si l'enfant imaginaire est une source de joie et de réconfort, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Il faut être attentif plutôt aux signaux qui peuvent demeurer inquiétants. Si l'enfant semble apeuré, influencé négativement à faire des choses ou fait référence à des événements étranges, une vigilance accrue est recommandée. Et puis, on peut également l'encourager avec un équilibre avec le réel. Il est sain que l'enfant conserve des interactions sociales avec ses pairs, donc il faut plutôt effectivement le pousser à rencontrer d'autres enfants et à aller dans le monde un petit peu réel, si vous voulez. Alors, si un enfant parle régulièrement d'un ami imaginaire dont le comportement semble inquiétant, propos menaçants, incitation à des actes dangereux ou des descriptions qui sont un peu troublantes de faits inconnus de l'enfant, il faut quand même rester attentif, questionner l'enfant pour essayer de creuser un petit peu. On peut également protéger son espace de vie. Donc certaines personnes recommandent de purifier. Donc on pensera tous à la fameuse sauge pour éloigner les énergies négatives. Et puis on peut également faire appel à un spécialiste. Dans les cas les plus troublants, on peut effectivement déjà voir avec un psychologue, un médium ou un spécialiste du paranormal pour voir ce qu'il en pense. Pour conclure, les amis imaginaires demeurent un vrai phénomène fascinant. On oscille entre une explication psychologique et des hypothèses paranormales nombreuses. Alors si la science y voit un outil de développement infantile,
Certains témoignages laissent penser que peut-être l'imaginaire des enfants pourrait être une fenêtre entrouverte sur un monde que nous, adultes, nous avons pour la plupart cessé de voir. Cependant, certains témoignages relatent des cas où les amis prennent des formes inquiétantes, allant jusqu'à inciter des comportements qui peuvent être dangereux ou à dévoiler des connaissances inconnues de l'enfant. Ces récits ont alimenté des hypothèses paranormales, notamment l'idée que les enfants pourraient être plus sensibles aux présences invisibles et aux entités. Alors que ces compagnons invisibles soient issus de l'imagination ou du contact avec l'invisible, en tout cas, le mystère persiste. Et vous, qu'en pensez-vous? Pour les amis imaginaires, simple projection de l'esprit ou véritable interaction avec l'invisible? En tout cas, gardons un esprit ouvert. Et qui sait? Et peut-être que votre enfant en sait plus que vous sur ce qui nous entoure. Alors après avoir abordé les mystères des amis imaginaires et leurs liens potentiels avec des phénomènes inexpliqués, nous plongeons maintenant dans un autre type d'énigme, les événements qui sont apparemment sans lien, mais qui, à travers des coïncidences frappantes, défient la logique. Dans cette deuxième partie, nous allons explorer les alignements historiques troublants, comme les étonnantes similitudes entre Lincoln et Kennedy, ou encore les prémonitions liées au Titanic. Ces connexions étranges soulèvent des questions sur la nature du temps, de la destinée et sur la façon dont des événements apparemment isolés peuvent être entrelacés de manière mystérieuse et prémonitoire. Mais avant ça, je vous propose une petite pause musicale avec The Killing Moon par Echo and the Bunnymen. Retrouvez votre rendez-vous paranormal, un autre regard, un mardi sur deux, les semaines impaires, à 21h sur Radio G. De retour sur Radio G 101.5 FM, disponible aussi en DAB+, ainsi que sur le site wradio-g.fr. Dans la deuxième partie de notre émission, nous plongeons dans des événements qui semblent défier la logique, nous questionnent sur la nature de la destinée et du temps. Après avoir exploré le phénomène des amis imaginaires, nous allons maintenant aborder un autre type de mystère, celui des alignements historiques et des coïncidences inexplicables. Ces phénomènes aussi fascinants que troublants qui laissent planer une série de questions sans réponse parfois. Sont-ils le fruit d'une simple coïncidence ou y a-t-il des forces invisibles à l'œuvre qui tissent des liens entre des événements apparemment sans rapport? Alors au fil des siècles, des histoires étonnantes ont émergé, dévoilant des similarités surprenantes avec des figures historiques et des événements qui, à première vue, semblent totalement distincts. Parmi ces récits, certains sont devenus légendaires, comme la coïncidence entre Abraham Lincoln et John Fitzgerald Kennedy, deux présidents liés par des événements et des dates qui semblent trop similaires pour être le fruit du hasard. Au-delà de ces figures emblématiques, de nombreux autres alignements dans l'histoire et parfois moins connus nous invitent à remettre en question notre compréhension du temps et du destin. Ce phénomène de coïncidence étrange s'étend aussi à des événements comme le Titanic, dont les prémonitions ont troublé ceux qui y étaient associés. Que pensez-vous de ces messages d'avertissement, ces pressentiments et ces signes qui apparaissent avant une catastrophe? Dans cette partie, nous allons explorer ces alignements improbables, enfin quelques-uns. Nous allons décortiquer les récits, vérifier et tenter de comprendre si ces coïncidences ne seraient pas en réalité des indices d'une structure plus vaste. Fait étonnant, ces histoires, loin de s'y limiter à la simple spéculation, reposent sur des faits historiques et des témoignages documentés, qui aujourd'hui encore continuent d'étonner et de remettre en cause notre croyance. Alors que vous soyez sceptique ou fasciné par les mystères de l'histoire, préparez-vous à entrer dans un monde où le temps semble se tordre et où la réalité elle-même semble jouer avec nos perceptions. L'un des exemples les plus célèbres d'alignements étranges est celui pour, comme je disais tout à l'heure, les présidents américains Abraham Lincoln et John Fitzgerald Kennedy. Alors, ces deux figures emblématiques, qui sont quand même séparées par plus d'un siècle d'histoire, semblent liées par une série de coïncidences frappantes. Voici quelques faits vérifiés. Alors, Abraham Lincoln, lui, il a été élu en 1860 et assassiné en 1865. Tant qu'à lui, Kennedy a été élu en 1960, donc pile 100 ans après. Lincoln a été tué par balle, on le sait, dans un théâtre, alors que Kennedy, lui, a été tué par balle dans la tête, dans sa fameuse voiture à Dallas.
Donc un parallèle entre les deux meurtres. Tous deux ont été abattus à l'âge de 46 ans, ce qui est un autre parallèle troublant. Les deux présidents ont été assassinés alors qu'ils se trouvaient avec leurs épouses et un ami, les femmes ayant survécu à l'attentat. Les assassinats ont été commis par des hommes portant des noms qui se ressemblent. John Wilkes Booth pour Lincoln et Lee Harvey Oswald pour Kennedy. Leur nom de famille comporte également 15 lettres et leurs prénoms respectifs ont 3 syllabes. Booth et Oswald ont tous deux été tués avant de pouvoir être jugés. Et quand on regarde le président successeur, nous avons pour Lincoln Andrew Johnson, qui est né en 1808. Et pour Kennedy, c'est Lyndon B. Johnson également. Lui est né en 1908, 100 ans pile après, Andrew Johnson. Donc les deux vice-présidents avaient une décennie de différence dans leur date de naissance, mais étaient également des personnalités marquantes qui ont joué un rôle essentiel dans la suite des assassinats. Alors, les historiens reconnaissent la remarquable similarité de ces événements, du contexte et des effets de ces assassinats, mais il n'existe aussi aucune explication rationnelle qui puisse justifier de ces parallèles. Si l'on regarde maintenant le cas du Titanic, donc les présages et les prémonitions autour du Titanic, car le Titanic, c'est l'un des naufrages les plus célèbres et tragiques de l'histoire, c'est un autre événement où les coïncidences prennent une tournure quand même étrange. Alors bien avant qu'il prenne la mer en 1912, plusieurs éléments ont suggéré que des forces invisibles préfiguraient la catastrophe. Alors voici quelques exemples vérifiés et documentés sur cela. Alors déjà, il y a la présence du roman qui s'appelle Futility ou The Wreck of the Titan. Donc c'est un livre qui a été écrit en 1898, qui est écrit par Morgan Robertson. Ça raconte l'histoire d'un gigantesque paquebot, le plus grand de tous, le Titan, qui coule après avoir heurté un iceberg. Alors cette histoire elle a été écrite 14 ans avant le naufrage réel du Titanic. Les similitudes sont frappantes. Les deux paquebots sont décrits comme des navires insubmersibles frappant un iceberg et sont équipés de troupeaux de canots de sauvetage. Donc les parallèles entre la fiction et les réalités sont quand même inquiétants. Alors un autre fait étrange, c'est que plusieurs passagers ont eu des visions ou des pressentiments avant le départ. On a le John Jacob Astor IV, qui est l'un des hommes les plus riches du monde à l'époque. Il est décédé dans le naufrage du Titanic. Cependant, quelques mois avant ce fameux voyage, il aurait écrit à son épouse une lettre évoquant une sorte de pressentiment négatif concernant ce voyage en particulier. Alors, Edith Russell, qui est une passagère qui a survécu, a écrit plus tard dans ses mémoires qu'elle avait eu un mauvais pressentiment avant de monter à bord. Elle était d'avis que quelque chose de terrible allait se produire et a même suggéré qu'un mauvais sort planait sur le navire. Tant qu'au passager William Stead, un célèbre journaliste britannique, il aurait eu des rêves prémonitoires qui le mettaient en garde contre ce danger imminent. Et un autre passager, J. Bruce Ismay, le président de la compagnie White Star Line, donc qui avait construit le bateau, avait également exprimé de vives inquiétudes avant le voyage. Et puis certains astrologues de l'époque avaient prévu une catastrophe en lien avec un grand navire de la White Star Line. Il a été rapporté quelques semaines avant le naufrage du Titanic. Un astrologue aurait même mentionné qu'un événement tragique allait affecter un navire transatlantique bientôt. La coïncidence entre ces prédictions et le naufrage est parfois vue comme une connexion mystérieuse avec le destin. Donc, tous ces récits ne sont pas uniquement des coïncidences liées à des faits tragiques, il soulève la question de savoir si ces signes étaient du fruit du hasard ou si des événements invisibles ou paranormaux auront pu interférer si l'histoire était écrite à l'avance. Alors, après avoir exploré sur Radio G Angers les étranges coïncidences et les alignements, nous allons faire un pas de plus dans le mystère. Nous allons plonger maintenant dans un phénomène qui défie encore plus la compréhension humaine, la bilocation. Ce pouvoir apparemment surnaturel permettant à un individu d'être présent à deux endroits différents en même temps. Ce phénomène aussi fascinant que perturbant a traversé les siècles, souvent lié à des récits mystiques d'ailleurs, des expériences spirituelles ou des témoignages étonnants de personnalités qui semblent avoir franchi les frontières de la réalité physique. Dans cette troisième partie, nous explorerons non seulement les cas historiques les plus intrigants de bilocation, mais aussi les théories qui tentent de l'expliquer.
allant des croyances religieuses aux hypothèses totalement scientifiques. Alors, les histoires d'ubiquité ou de bilocation remettent en question quand même les limites de notre perception du temps et de l'espace, et pourraient bien offrir un regard nouveau sur la nature de l'existence humaine et la connexion entre les mondes visibles et invisibles. Avant d'aller explorer ce phénomène fascinant qui semble aussi ancien que l'humanité elle-même, je vous propose une pause musicale avec un morceau de Clint Mansell. Vous écoutez Un autre regard sur Radio G 101.5 FM, l'émission qui explore tout ce qui se trouve entre l'un peu insolite, le franchement étrange et le vraiment bizarre. Alors, le phénomène de la bilocation, également appelé ubiquité, désigne la capacité d'un individu à être simultanément présent à plusieurs endroits à la fois. Alors, la bilocation vient du latin bi, qui veut dire deux, et locatio, signifiant lieu. Alors, ça désigne le fait d'être présent dans deux endroits distincts en même temps. Une expérience qui semble appartenir quand même au domaine du surnaturel, a priori. L'ubiquité, qui est souvent utilisée de manière interchangeable, fait quand même référence à la capacité d'être partout en même temps. Alors, c'est des concepts qui semblent quand même très proches, qui semblent liés, mais la bilocation se concentre sur la présence physique simultanée à deux endroits différents. Alors que l'ubiquité peut s'entendre sans doute de façon plus diffuse, parce que la présence peut être non pas physique, mais peut-être mentale ou spirituelle. Alors, l'ubiquité, elle est principalement observée, bien sûr, dans des traditions mystiques et religieuses où des figures particulièrement pieuses ou spirituellement avancées sont associées à cette capacité. Le plus souvent, il s'agit donc de saints, de mystiques ou de figures vénérées qui, par leur proximité avec le divin, sont perçus comme capables de dépasser les lois physiques et naturelles du monde matériel. Alors, l'un des exemples les plus notables d'ubiquité dans la tradition chrétienne, c'est saint François d'Assise. Donc, on sait qu'au XVIIIe siècle, il est souvent rapporté comme ayant été capable de se trouver simultanément à plusieurs endroits. Donc, selon des témoignages, François d'Assise était vu prier et prêcher dans différents lieux, ce qui suggère qu'il possédait une genre de forme d'ubiquité spirituelle qui transcendait les limites physiques. Et puis ce phénomène n'est pas effectivement unique à lui, dans de nombreux saints et de mystiques dans le christianisme ont été associés à des expériences similaires, comme le Padre Pio dont on reviendra tout à l'heure sur le cas. Dans les traditions chamaniques et mystiques, donc l'ubiquité c'est souvent perçu comme une capacité de l'âme ou de l'esprit à se déplacer finalement entre différentes dimensions, différents lieux ou différents royaumes spirituels. Les chamans sont réputés capables de voyager dans les mondes spirituels, de guérir, de recevoir des messages et d'effectuer des rituels tout en étant physiquement présents dans un autre endroit. Dans les traditions chamaniques d'Asie, d'Amérique du Sud ou d'Afrique, la bilocation et l'ubiquité sont liées au voyage spirituel. Les chamans, en particulier dans les sociétés indigènes d'Amérique du Nord et du Sud, croient que leur esprit peut se séparer de leur corps physique pour voyager dans d'autres dimensions. Ce type d'expérience est parfois perçu comme une forme de présence simultanée dans plusieurs réalités. Alors, lors de ces rituels, il est dit que le chaman peut voir ou agir dans des endroits physiques lointains ou dans des mondes spirituels sans que son corps ne se déplace. Ce phénomène est souvent vu comme une capacité à manifester la conscience à plusieurs endroits à la fois. Il y a les traditions orientales, donc dans plusieurs traditions spirituelles, la bilocation et l'ubiquité sont des capacités associées à des figures divines ou spirituellement très avancées. Donc dans les maîtres bouddhistes, des déités comme Kuan Yin sont omniprésentes et des maîtres comme les lamas peuvent également étendre leur conscience à différents endroits. Dans l'hindouisme, des dieux comme Vishnu ou Shiva se manifestent simultanément à plusieurs endroits, tout comme des saints. Donc on a saint Baiba de Shirdi par exemple, qui est réputé pour leur bilocation. Puis même dans le taoïsme, certains maîtres spirituels peuvent projeter leur énergie vitale et se manifester dans plusieurs dimensions et lieux en même temps. Soufi, dans le soufisme, c'est une branche mystique de l'islam, on enseigne que le mystique, les derviches et autres figures spirituelles peuvent avoir la capacité de transcender la réalité physique et d'être présents simultanément dans plusieurs lieux.
Donc, ils expérimentent alors des états qui sont extatiques durant lesquels leur conscience va s'élargir et leur permettre du coup de pousser les frontières physiques. Donc, un exemple célèbre dans la tradition soufie, c'est celui du Molla Rumi, qui est un poète mystique dont les enseignements, les écrits sont remplis du coup de métaphores sur la transcendance des limites et de l'espace et du temps. Même dans les traditions africaines, en Afrique de l'Ouest, comme chez les Yoruba, il y a des croyances en des esprits ou des ancêtres qui sont capables de se manifester à plusieurs endroits à la fois. Ces esprits ancestraux sont souvent associés à la protection de la communauté et sont perçus comme étant capables d'intervenir simultanément dans plusieurs lieux pour défendre la tribu ou accomplir des actions spirituelles, par exemple. Puis il y a certaines traditions guerrières africaines qui parlent également de chefs ou de guerriers légendaires capables de se manifester simultanément à plusieurs endroits pour guider leur peuple. Des figures souvent perçues comme ayant une forme d'ubiquité spirituelle ou d'omniprésence qui leur permet d'accomplir des actes sur différents champs de bataille et dans différents villages éloignés. Alors, quels sont les exemples célèbres de bilocation ? On a vu tout à l'heure, du coup, saint François d'Assise. Donc, il y a un des récits qui raconte qu'il aurait été vu à Assise en train de prier tout en accomplissement des tâches importantes à Rome. Alors, bien que difficilement vérifiables, ces témoignages sont quand même très abondants et sont très abondamment mentionnés dans la tradition chrétienne comme étant des exemples de l'intervention divine. Un autre exemple, c'est Padre Pio, donc c'est un moine capucin du XXe siècle qui a été observé à plusieurs reprises en train de réaliser des miracles à différents endroits en même temps. Alors, des témoignages qui sont plus récents, puisqu'on est du XXe. Donc, c'est des témoignages de ses disciples et de ses contemporains qui rapportent que Padre Pio, tout en étant à San Giovanni Rotondo, c'est l'endroit où il vivait et il officiait, aurait été vu aussi à Bari ou dans d'autres lieux éloignés pour accomplir des actions spirituelles ou bénir des individus. On parle même de lui sur des champs de bataille, alors qu'il était en train de célébrer la messe en même temps. Donc, ces récits ont été largement documentés et de nombreux témoins ont affirmé avoir vu son apparition dans les lieux où il ne se trouvait pas physiquement. Et on a le cas d'Émilie Saget. Donc là, c'est une jeune gouvernante du XIXe siècle en Lettonie. C'est un des exemples les plus connus de bilocation. Donc c'était une gouvernante dans un pensionnat pour jeunes filles. Donc elle faisait également l'école. Donc plusieurs témoignages rapportent qu'elle avait été vue à 2 endroits à la fois alors qu'elle enseignait à ses élèves. Son double apparaissait dans une autre partie du pensionnat, effectuant des tâches similaires. Donc les témoignages là sont très détaillés avec description de son double qui se comportait de manière totalement identique à elle, parlant et interagissant comme la véritable Émilie. Ce cas a été largement documenté par des observateurs de l'époque et c'est souvent cité dans les études sur les phénomènes paranormaux. Autre cas de bilocation chez une mystique, on a Yvonne Aimée de Malestroit. Donc un autre cas célèbre de bilocation, c'est celui d'Yvonne Aimée de Malestroit. Donc c'est une religieuse française du XXe siècle. Elle a été canonisée, elle, par l'Église catholique. Alors, Yvonne, elle a vécu au sein d'un monastère et elle a été vue en plusieurs reprises dans des endroits éloignés de son monastère tout en étant physiquement présente ailleurs. Ses contemporains, y compris des membres de l'Église, ont rapporté qu'elle était capable de voyager instantanément d'un lieu à un autre, souvent pour accomplir des tâches spirituelles ou interagir avec des personnes qu'elle n'aurait normalement pas pu rencontrer en raison de la distance. Donc, les événements de bilocation d'Yvonne Aimée ont été soigneusement examinés par l'Église et ça reste un mystère malgré la véracité des témoignages de l'époque. Autre cas, on a le cas de Carlos Mirabelli. Donc, c'est un homme qui vivait en Argentine. Il a fait l'objet d'études dans les années 1990. Mirabelli a affirmé avoir vécu plusieurs expériences de bilocation dans lesquelles il se voyait simultanément dans 2 endroits totalement différents. Selon lui, ces expériences se produisaient souvent lorsqu'il se trouvait dans des états méditatifs profonds ou de relaxation intense. Des témoins ont rapporté avoir vu son apparition dans des lieux éloignés tout en étant en même temps présent physiquement à d'autres endroits. Alors, bien que controversé, ce cas alimente la recherche, bien sûr, sur les phénomènes paranormaux modernes. La bilocation, c'est souvent perçu comme un don spirituel ou un miracle divin. Il y a beaucoup de cas qui sont liés à la prêtrise, particulièrement dans la tradition chrétienne. Donc, dans l'Église catholique, elle est parfois considérée comme une manifestation de la sainteté, un signe finalement que l'individu est en communion
avec le tout est capable de transcender les limites de l'espace et du temps. Donc c'est vrai qu'il y a de nombreuses figures qui sont décrites comme ayant cette capacité. Alors que dans le chamanisme et d'autres traditions plus anciennes, ou dans des pratiques ésotériques, la bilocation c'est également perçu comme une capacité, on va dire, à entrer en contact plutôt avec le monde invisible et qui permet de voyager et de communiquer avec des entités spirituelles. Donc, c'est un contexte qui est totalement différent. Alors, qu'est-ce qui pourrait expliquer cette bilocation ? Donc, il y a la théorie qu'on appelle de la dissociation de l'esprit et du corps. Donc, il y a une théorie qui est souvent avancée pour expliquer la bilocation et celle de la dissociation de l'esprit et du corps. Selon cette hypothèse, la bilocation pourrait être un phénomène de dissociation mentale où l'esprit se sépare temporairement du corps physique et se projette dans un autre endroit. Dans un état modifié de conscience, la personne vivrait une expérience où son esprit serait visible à un autre endroit, créant ainsi une illusion de bilocation. Deuxième possibilité, on parle des fameux états modifiés de conscience. Donc, il y a certains chercheurs en psychologie et en parapsychologie suggèrent que la bilocation pourrait résulter d'états modifiés de conscience. Des expériences de voyage astro et de sortie hors du corps pourraient, dans cette optique, permettre à la conscience de se déplacer en dehors du corps physique, donnant ainsi l'impression que l'individu est à deux endroits à la fois. Cet état modifié de conscience peut être induit par la méditation, le sommeil, les rituels spirituels ou par des circonstances extrêmes, genre accident. Ce phénomène est souvent rapporté par des personnes qui ont vécu des expériences de sortie du corps ou de voyage spirituel. Ces voyageurs finalement de l'âme sont capables de se rendre dans plusieurs endroits en même temps sans que le corps physique ne soit impliqué. Ces phénomènes pourraient suggérer que les lois du temps et de l'espace ne sont pas aussi rigides que nous le percevons et que l'esprit humain pourrait avoir accès à des dimensions non perceptibles. En conclusion, la bilocation ou l'ubiquité, ces expériences où une personne semble être présente à différents endroits ont été rapportées dans des contextes totalement variés. L'étude de la bilocation va au-delà des simples témoignages anecdotiques et nous invite à remettre en question les notions traditionnelles de l'espace, du temps et de la conscience. Ces événements soulignent une dimension invisible de la réalité, où les frontières entre le physique et le spirituel semblent s'effacer. L'idée que l'esprit, une fois libéré de ses limites physiques, peut se déployer dans l'espace et le temps. Ça défie les lois de la science actuelle, mais nourrit aussi les débats sur les capacités cachées de l'être humain. Rappelle que la réalité que nous percevons peut n'être que partielle et que de nombreuses questions sur l'esprit humain et ses pouvoirs demeurent sans réponse, défiant ainsi notre compréhension rationnelle du monde. Nous sommes toujours sur Radio G, un autre regard, 101.5 FM. C'est bientôt l'heure de se laisser. Avant de partir, je vous propose... Alors aujourd'hui, dans un coup d'œil dans le rétro, on replonge dans une série de télé qui a marqué les amateurs de mystères et de phénomènes inexpliqués au début des années 2000. Une série qui mêle science, spiritualité et enquête sur des événements qui défient la raison. Bravo à ceux qui ont trouvé. Il s'agit effectivement de la série Mysterious Ways, les chemins de l'impossible. Alors c'est une série télé qui est canadienne et américaine, qui a été créée par Peter O'Fallon et qui a été diffusée entre 2000 et 2002. Alors elle compte 44 épisodes répartis sur 2 saisons. Alors en France, ça a été diffusé sur Série Club et après plus tard sur M6 dans la fameuse trilogie du samedi. Le récit suit le professeur Dick Landon, incarné par Adrian Pasdar. Alors on a vu plus tard dans la série Heroes par exemple. Il campe un anthropologue passionné par les événements paranormaux et les phénomènes inexpliqués, les miracles, tout ça. Après avoir survécu à une expérience de mort imminente, Declan consacre sa vie à comprendre ces manifestations étranges qui semblent défier les lois naturelles. Alors, il est charismatique et passionné et il incarne le chercheur idéaliste toujours avide de comprendre l'inexplicable. Il est accompagné dans ses recherches par le docteur Peggy Fowler, une psychiatre sceptique qui est interprétée par Rae Dawn Chong. Elle est rationnelle et pragmatique. C'est souvent la voix de la raison et elle apporte une approche plus rigoureuse.
Et enfin, il y a la dernière personne de ce trio, c'est Miranda Finkelstein. C'est une brillante assistante et étudiante en sciences. Elle est jouée par Alison Down. Elle est étudiante brillante et sceptique et elle joue rôle clé puisqu'effectivement, elle apporte une perspective totalement analytique et scientifique puisqu'elle questionne parfois les théories qui sont trop mystiques de son professeur Dick London. Alors, l'approche de la série elle oscille entre le rationalisme et l'ouverture à l'inexplicable. À chaque épisode, Dick Lan enquête sur des phénomènes qui semblent impossibles à expliquer scientifiquement. Mysterious Ways adopte une approche, on va dire, plus bienveillante et optimiste. La série explore le mysticisme, la foi et la science à travers des enquêtes où la frontière entre réalité et croyance s'efface. Chaque épisode confronte les personnages à un phénomène étrange, souvent lié à une expérience humaine profonde. Les vies sauvées par des interventions inexpliquées, des signes du destin, des coïncidences troublantes qui changent le cours des existences. La série repose sur un équilibre subtil entre science et croyance et chaque épisode offre une réflexion sur les limites en tout cas du savoir humain. Comme je vous disais tout à l'heure, ça s'inscrit dans la lignée des séries comme X-Files ou encore Le Monde de Joan, mais avec une approche qui est quand même plus intimiste et plus humaine. Alors parmi les thèmes récurrents, il y avait bien sûr les miracles et les guérisons inexpliquées, donc plusieurs épisodes traitent de personnes souffrant de maladies incurables qui ont guéri spontanément. La question posée est toujours la même, est-ce qu'il s'agit d'une intervention divine ou juste d'un phénomène qui est encore inconnu de la science ? On a abordé également les EMI, donc les expériences de mort imminente. Donc Dick Lan lui-même avait vécu ce type d'expérience, c'est ça qui a motivé sa quête. Donc la série explore plusieurs cas de personnes qui ont vu l'au-delà et sont revenues avec des capacités étranges ou des connaissances qu'elles n'auraient pas dû avoir. On y fait référence également aux synchronicités et aux coïncidences troublantes. Donc c'est un thème qui est également abordé par la série. On aborde les pouvoirs de l'esprit à travers la télékinésie, les prémonitions, les perceptions extrasensorielles. Et puis il y a un petit côté religieux aussi. On s'interroge sur les anges, les apparitions et les manifestations surnaturelles, les apparitions mariales, des choses comme ça. Donc certaines enquêtes de Dick Lan le conduisent à explorer des témoignages d'anges gardiens ou de personnes ayant reçu une aide mystérieuse au moment où elles en avaient le plus besoin. Et puis, il y a les phénomènes qui sont liés à l'âme et à la réincarnation qui sont également abordés. Donc voilà, ça s'intéresse un petit peu sur l'existence d'une conscience au-delà du corps. Et donc, comme je disais tout à l'heure, malheureusement, Mysterious Ways, les chemins de l'impossible, a été annulé après 2 saisons, faute d'audience suffisante sur le réseau Pax TV qu'il avait créé. Alors, malgré des critiques positives, elle reste cependant une œuvre marquante pour ceux qui l'ont suivie et elle s'inscrit dans la lignée des séries qui interrogent vraiment sur notre rapport au surnaturel. Alors pourquoi est-ce que Mysterious Ways a marqué les esprits ? Bien que la série ait duré que 2 saisons, donc comme on disait tout à l'heure, 44 épisodes, elle a su captiver un public passionné par les mystères de l'existence. Alors contrairement à X-Files, où on sentait la conspiration, le danger, ça avait vraiment une approche plus positive et humaniste. Et la série offrait une réflexion sur le merveilleux qui peut se cacher dans le quotidien finalement, nous invitant à nous interroger sur ce que nous considérons comme impossible. Alors son succès reposait sur le charisme de son trio principal, donc Adrian Pasdar, qui apporte un mélange de curiosité et de scepticisme ouvert d'esprit, tandis que Ray Dong-Chong jouait la voix de la raison, et Alison Down apportait une touche purement scientifique avec des expériences assez poussées. Alors l'ambiance de la série, soutenue par une bande-son éthérée et un rythme plus posé que les autres séries du genre, renforçait cette impression d'étrangeté et de fascination. Alors pourquoi revoir Mysterious Ways aujourd'hui ? Vous pouvez en trouver des épisodes sur certains, comme sur YouTube, Dailymotion, avec l'intérêt. Alors pourquoi est-ce que je vous encourage à vous replonger dans cette série ? Alors avec l'intérêt grandissant pour les phénomènes inexpliqués, la spiritualité et la quête de sens, Mysterious Ways garde quand même toute sa pertinence. Elle offre une réflexion finalement accessible sur la présence de l'invisible et la place du mystère dans nos vies. Les thématiques abordées résonnent avec des sujets d'actualité, comme les expériences de mort imminente et la frontière entre la science et le spirituel. Donc, ne vous gênez pas. En conclusion, Mysterious Ways, Chemin de l'impossible, c'est une série qui mérite d'être découverte. Alors, avec ses thèmes toujours d'actualité et sa manière nuancée d'aborder l'inexplicable, ça propose une approche qui est plus contemplative du paranormal, là où d'autres séries misent davantage sur le sensationnalisme.
Elle pose surtout une question universelle et si l'impossible faisait simplement partie d'un champ de connaissances que nous n'avons pas encore exploré. Eh oui! Donc si vous êtes amateur de mystère et que vous cherchez une série rapide à regarder, il n'y a que 44 épisodes, qui est à la fois intrigante, empreinte d'humanité, Mysterious Ways mérite largement une redécouverte. Dans ce monde où tout semble explicable, elle nous rappelle qu'il existe peut-être encore des phénomènes qui échappent à notre compréhension. Voilà pour ce coup d'œil dans le rétro. En tout cas, à bientôt pour un nouveau voyage télévisuel dans le temps. Cette émission est bientôt terminée. Nous avons exploré des phénomènes fascinants et mystérieux qui défient notre compréhension habituelle de la réalité en nous plongeant dans le monde des amis imaginaires, de la bilocation et des alignements étranges de l'histoire. À travers des récits historiques, des témoignages contemporains et des analyses diverses des analyses de diverses traditions spirituelles, nous avons vu comment ces phénomènes, parfois perçus comme le fruit de l'imagination ou des croyances culturelles, peuvent également soulever des questions profondes sur la nature de la conscience, du temps et de l'espace. Les amis imaginaires ont révélé non seulement des aspects fascinants de la psychologie infantile, mais aussi des histoires qui brouillent les frontières entre le réel et l'invisible, montrant que, dans certains cas, ces compagnons fictifs pourraient être des messagers ou des entités mystérieuses. De la même manière, le phénomène de la bilocation, largement documenté à travers les siècles, nous invite à envisager des possibilités inexplorées du potentiel humain, où la conscience pourrait dépasser les limites physiques et se manifester simultanément en différents lieux. Et puis, que dire des alignements étranges? Ces parallèles de l'histoire, ça nous rappelle en tout cas à quel point les événements humains peuvent parfois sembler liés par des fils invisibles, suggérant qu'il pourrait y avoir une dimension cachée à l'histoire que nous n'avons pas encore totalement comprise. En conclusion, cette émission d'un autre regard sur Radio G a mis en lumière des phénomènes qui, bien qu'intrigants et mystérieux, soulignent la richesse et la complexité de l'expérience humaine et nous rappellent que notre compréhension du monde et de l'esprit est encore loin d'être complète. Ces phénomènes, qu'ils soient spirituels, psychologiques ou historiques, nous poussent à nous interroger sur les limites de ce que nous croyons savoir et à explorer plus en profondeur les mystères de l'invisible. La prochaine fois, on se retrouve le mardi 8 avril 21h pour un autre regard. La première partie sera consacrée aux croyances et rituels ésotériques associés à notre astre lunaire, alors que ce soit les cycles lunaires, les éclipses lunaires et autres alignements planétaires. Comment ces événements ont été interprétés à travers les âges et comment est-ce qu'ils ont influencé la magie, les prophéties ou même les événements historiques? Quelles croyances et légendes reflètent ce disque pâle et tranquille qu'on peut voir le soir? Puis, dans la deuxième partie, on abordera l'affaire Travis Walton, un enlèvement extraterrestre dans la forêt de l'Arizona. Un enlèvement extraterrestre dans la forêt de l'Arizona en 1975. 5 jours de disparitions inexpliquées. Un témoignage bouleversant et des mystères qui défient la logique. Découvrez l'une des histoires d'abduction les plus célèbres de l'histoire et les détails d'un phénomène qui a inspiré des livres, des films et qui continue de nous fasciner. Enfin, dans la troisième partie, préparez votre lampe torche et vérifiez bien les piles. Je vous emmènerai dans les méandres labyrinthiques des catacombes de Paris. Alors, il constitue l'un des lieux les plus emblématiques et mystérieux de la capitale française. Ce réseau souterrain qui s'étend sous la ville est souvent perçu comme un site à la fois historique, macabre, mais aussi paranormal. 3 mystères, 3 voyages au-delà de l'ordinaire, cette émission vous plongera au cœur de l'invisible. Là où l'inexplicable défie la logique. Vous avez vécu une expérience étrange liée à la Lune, un phénomène inexpliqué ou un contact qui vous a marqué? Envoyez-moi votre témoignage pour faire partie de notre émission via Facebook, Radio G, un autre regard, via le mail podcast.1.autre.regard@gmail.com ou via le site internet www.podcast-unoutreregard.com.
Le paranormal, l'ésotérisme ne sont pas seulement des domaines de l'imaginaire, mais des invitations à voir le monde sous un angle nouveau, à questionner nos certitudes, nos habitudes et à enrichir notre existence tout en gardant notre esprit critique. Vous l'aurez compris, c'est aussi une invitation à adopter un autre regard. Merci d'avoir été à l'écoute. À très bientôt sur Radio G pour un nouveau voyage extraordinaire au cœur de l'invisible et de l'inconnu. Alors, restez curieux, ouverts d'esprit et prenez soin de vous.